La Wehrmacht méprisait les résistances jusqu'à ce qu'ils détruisent 12 convois en 48 heures. L'air du matin sentait la poussière de craie et la suie brûlée. Nous étions le 9 juin 1944, dans le centre de la France, à mi-chemin, entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Une fine brume traînait au-dessus des Ralles, là où la voie ferrée serpentait à travers les collines du Bourbonnais. Sous cette brume, 4 silhouettes se tenaient accroupies, silencieuses, leurs visages noircis par la cendre. L'un d'eux, un ancien ouvrier des chemins de fer nommé René Dupré, murmura « Encore 10 secondes ». Au bout de la ligne, la lumière d'un convoi allemand s'approchait. On distinguait le ronflement lourd des camions Opel Blitz et le cliquetis des chenilles d'un semi-chenillé SD, KF-Ed. L'un après l'autre, les hommes se couchèrent dans le fossé. Dupré serra le détonateur entre ses mains. Une seconde plus tard, le grondement des moteurs fut englouti par une déflagration qui fit trembler la terre. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Quand la poussière retomba, le convoi n'existait plus. 10 camions s'étaient transformés en carcasses d'acier tordues, et une citerne de carburant brûlait, jetant une lumière orangée sur les pins environnants. L'attaque avait duré moins d'1 minute. C'était la 4e embuscade en 24 heures dans la région. Pour les officiers allemands, quelque chose d'incompréhensible était en train de se produire. Depuis 4 ans, la Wehrmacht tenait la France occupée avec la froide certitude d'une armée professionnelle. Ses colonnes traversaient les villages avec discipline, ses trains circulaient à l'heure, ses officiers méprisaient ces bandes de terroristes que Berlin appelait die Maquisbandins. On leur avait répété que ces hommes n'étaient rien des criminels, des communistes, des lâches déguisés en patriotes. Mais au début de juin 1944, cette conviction commença à se fissurer. Dans les jours qui suivirent le débarquement de Normandie, des centaines d'actes de sabotage éclatèrent simultanément dans tout le centre et le sud de la France. Des voies ferrées furent coupées, des ponts minés, des lignes téléphoniques sectionnées. En 48 heures, 12 convois allemands furent détruits, paralysant l'acheminement des renforts vers le nord. Ce qui frappa le plus les officiers de la Wehrmacht, ce ne fut pas seulement la précision des attaques, mais leur coordination, car tout semblait indiquer qu'un réseau invisible, doté d'une discipline quasi-militaire, s'était levé sous leurs yeux, un réseau dont ils ignoraient la taille, les chefs et même la nature. Au quartier général du général Kurt von Gesser, près de Vichy, les rapports s'empilaient. Un lieutenant-colonel griffonna dans la marge. Ce n'est plus de la rébellion, c'est une guerre dans l'ombre. Quelques jours plus tôt, le 6 juin, à l'aube du débarquement, un message codé avait traversé les ondes de la BBC. Les sanglots longs des violons de l'automne. C'était l'ordre d'exécution. Dès ce moment, les cheminots saboteurs du Résistance Fer, encadrés par les services secrets britanniques du SEE, se mirent en action. Ces hommes, la plupart ouvriers de la SNCF, connaissaient chaque aiguillage, chaque dépôt, chaque routine de sécurité. Leur arme n'était pas le fusil, mais la clé anglaise, la pince et la mine plastique. Ils déposaient de petites charges de plastique sous les rails, juste assez pour tordre la voie et faire dérailler un convoi. Une opération réussie ne durait que 5 minutes, mais elle demandait des semaines de préparation. Repérer les patrouilles, surveiller les horaires, dissimuler les explosifs. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les sabotages se multiplièrent sur la ligne Paris-Toulouse. À Châtel-Guyon, un train de munitions fut pulvérisé. À Gannat, un convoi médical militaire dérailla et brûla toute la nuit. À Saint-Germain-des-Fossés, des wagons pleins de carburant explosèrent, coupant la voie pendant 2 jours, 12 convois en 48 heures. Les rapports allemands parlent de catastrophes successives. Les officiers de la Wehrmacht comprirent trop tard que ces destructions n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque explosion avait été programmée pour frapper simultanément sur différents axes, ce qui signifiait que le réseau français disposait de moyens de communication, de renseignement et d'une coordination digne d'un état-major. À Clermont-Ferrand, le colonel von Malsen, responsable de la sécurité des lignes logistiques, écrivit à son supérieur « Nos convois sont attaqués avant même que les ordres de départ ne soient connus de nos propres unités. Cela suppose des fuites à haut niveau ou un système d'espionnage perfectionné. »
Le terme terroriste ne convient plus. Ce sont des soldats irréguliers. Pour les résistants eux-mêmes, c'était un pari fou. La plupart n'avaient reçu qu'une brève instruction militaire. Leurs armes provenaient de parachutage nocturne fusils Sten britanniques, grenades américaines, quelques mitrailleuses Bren, mais ce qui leur manquait en armement, ils le compensaient par la connaissance du terrain et la foi dans la libération. À Saint-Yor, un groupe du maquis Jean Moulin, mené par un jeune instituteur de 28 ans, Louis Pierrat, attaqua un convoi de camions transportant du carburant pour la 2e Panzerdivision. Avait placé des mines improvisées, faites avec des boîtes de lait concentré remplies d'explosifs, sous un virage étroit de la route départementale. Quand le premier camion sauta, les suivants s'immobilisèrent, formant une cible parfaite. Les maquisards ouvrirent le feu depuis la lisière du bois. La bataille dura 7 minutes. Quand tout fut terminé, 6 camions brûlaient et plus de 30 soldats allemands gisaient sur la route. Les survivants furent faits prisonniers. Pierrat racontera plus tard. On n'avait pas le temps d'avoir peur. On savait seulement qu'il fallait les arrêter avant qu'ils ne montent vers le nord. Cette attaque, comme tant d'autres, fut notée dans les rapports allemands comme une action de bandits, mais les témoins diront que les Allemands changèrent d'attitude dès le lendemain. Là où ils avaient autrefois ricané, ils commencèrent à tendre des embuscades, à fouiller chaque village, à interroger les civils avec fébrilité. Car désormais, les convois circulaient avec la peur au ventre. Les routes du Massif central devinrent des pièges mortels. Entre Moulins et Issoire, les colonnes allemandes avançaient en formation serrée, les mitrailleuses braquaient vers les collines. Chaque virage pouvait cacher une embuscade. Chaque paysan au bord de la route pouvait être un éclaireur. La Wehrmacht, habituée à la guerre de mouvement à grande échelle, se retrouvait piégée dans une guerre de fantômes. Un capitaine de la 11e Panzerdivision écrira dans son journal « Ils apparaissent, frappent, disparaissent. Nous ne savons ni combien ils sont, ni d'où ils viennent. Nos hommes dorment en bottes, les doigts sur la gâchette. Ce n'est plus une occupation, c'est une hantise. » Les soldats allemands commencèrent à surnommer ces résistants Die Schatten, les ombres. Une ironie terrible pour une armée qui se voulait maîtresse du territoire conquis. Le contraste psychologique fut brutal. Les officiers allemands issus de la vieille école, nourris aux valeurs prussiennes de discipline et d'honneur militaire, ne comprenaient pas ce nouvel ennemi. Les résistants ne portaient pas d'uniforme, ne se battaient pas selon les règles. Pour eux, la guerre se menait de jour, dans la lumière des batailles rangées. Mais en France, elle se déroulait désormais la nuit, entre les sapins, sur des voies ferrées minées. Certains, pourtant, commencèrent à respecter leurs adversaires malgré eux. Le major Siegfried Mörner, commandant une colonne de transport près de Riom, écrivit après-guerre. Ce n'étaient pas des bandits. Ils étaient organisés, disciplinés et surtout convaincus. Aucun soldat allemand ne pouvait lutter contre cette conviction. Pour les maquisards, ces 48 heures de juin 1944 furent à la fois une victoire et une condamnation. La Gestapo, furieuse, lança des opérations de représailles immédiates. Des villages furent incendiés, des otages fusillés, et les maquis pourchassés jusque dans les montagnes. Mais dans le regard des prisonniers allemands capturés au bord des routes, les résistants virent quelque chose de nouveau. La peur. Une peur mêlée d'incompréhension. Comment une armée d'ouvriers, d'étudiants, de paysans pouvait-elle briser l'ordre méthodique de la Wehrmacht? Cette question allait hanter les Allemands pour le reste de l'été 1944. Le soleil déclinait parmi les cimes des hêtres quand la fumée roussie des convois détruits encore fumait dans les vallées. On entendait le crépitement lointain des débris métalliques se refroidissant, comme les restes d'un théâtre d'horreur. Dans le maquis Jean Moulin, à Saint-Yor, le silence nocturne tenait lieu de forteresse. Les maquisards, haletant, nettoyaient le terrain, recensaient armes perdues, soins à prodiguer aux blessés. Dans cette heure, suspendus entre l'attaque et la poursuite, ils ouvrirent une caisse éprouvée. À l'intérieur, une liasse de tracts allemands capturés, des ordres de transport, des cartes ferroviaires annotées. Parmi les documents, un télégramme classé « Geheim » hautement secret, adressé du général de logistique de la Wehrmacht à un commandement de garnison, mentionnait « C'est la première fois que nous perdons 3 convois dans la même nuit. Nous avons affaire à un réseau à organisation militaire.
C'était l'un des artefacts qui allait hanter les officiers allemands bien après le choc immédiat, la preuve matérielle qu'ils n'étaient pas aux prises avec des actes isolés, mais avec une force clandestine structurée. Peu après, en vue du rebond de l'offensive alliée vers le sud, on vit déjà les premiers signes d'un effroi latent. Les convois étaient désormais envoyés en petits lots, séparés par des heures, avec des détachements de flaques embarqués, des patrouilles de reconnaissance à l'avance. Dans les journaux clandestins de la Résistance, par exemple, Combat, Libération Sud, on commença à lire des phrases comme « Il tremble devant nos râles »,« Les ombres commandent désormais le transport ennemi », phrases destinées à encourager les Français, mais aussi à semer la peur dans les rangs allemands. Le rôle de la presse clandestine est bien documenté. En 1944, on comptait 1200 titres clandestins en France, avec une circulation cumulée de millions d'exemplaires. Wikipédia. Les jours suivants, la riposte allemande fut immédiate, sauvage, impitoyable. Dans le département du Puy-de-Dôme, Émile Coulaudon, le chef du maquis Auvergne, reçut l'ordre de ses lieutenants de se volatiliser dans les plateaux. Déjà poursuivi par la Sicherheitsdienst, Coulaudon avait contribué à saboter une aciérie, un émetteur radio et un convoi de troupes en transit. Wikipédia D. Colonnes de la Wehrmacht pénétrèrent dans les villages alentours, en guise de représailles. 40 civils fusillés à Billom, maisons incendiées à Pulverrières, les prisonniers tirés au sort sur le motif le plus infime portaient des chaussures trop neuves, un fusil trouvé dans un fossé, un papier suspect dans la poche. Dans une grange voisine, des maquisards se replièrent. On leur avait enseigné à ne jamais tenir un village occupé, mais à frapper et disparaître. Pourtant, ce soir-là, un jeune résistant, Pierre Gauthier, glissa dans l'ombre du conseil. Mais il ne voit pas qu'il brûle déjà de peur. Cette phrase, transmise oralement, passa de maquis en maquis, devenant un mantra de la résistance dans le centre de la France. Un autre artefact, au poste de commandement allemand près de Clermont, dans le dossier scellé du colonel von Malsen, on retrouva une note annotée. Soutien aérien requis immédiatement. Mais il manquait les mots suivants, la demande avait été rayée. On apprit plus tard que l'ordre avait été censuré par le commandement supérieur pour ne pas révéler à Berlin que les lignes de ravitaillement étaient devenues des zones de guerre. Cette censure, ce silence, disait plus que tout. L'armée allemande ne voulait pas admettre publiquement que l'arrière était en train de devenir une zone de combat irrégulier. Pendant ce temps, la résistance, galvanisée, poursuivait ses actions. Le 7e sabotage, dans la nuit du 10 au 11 juin, eut lieu près de Gannat. Une section de cheminots résistants, dirigée par une femme nommée Jeanne Morel, posa des charges sur un train mixte transport de matériel plus transport de troupes. Le convoi dérailla sur un aiguillage tordu. Dans le déraillement, 3 wagons de munitions explosèrent, ouvrant une brèche dans le ciel nocturne. Les flammes étaient visibles jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Morel, dans un rapport ultérieur, nous savions que les Allemands condamnaient de tels actes comme banditisme. Mais ce soir-là, nos raillets furent leur condamnation. Ce sabotage produisit un effet boule de neige. Les colonnes voyageant sur l'axe Clermont-Nevers furent réduites à embouteillage militaire. On compta plus de 100 wagons immobilisés en gare tampon, des milliers d'heures perdues et des pièces de rechange bloquées dans les gares secondaires. L'ironie ultime vint de la lettre du colonel Hugo Schröder, datée du 12 juin 1944, qui circula parmi quelques officiers supérieurs allemands. « Nous ne combattons plus une résistance, nous affrontons une armée invisible, dont chaque homme connaît nos routines et nos failles. Combattre cette force exige des ressources que le front ne peut tolérer. » Cette phrase circula clandestinement dans les réseaux de la résistance, traduite en français, enseignée morale aux jeunes recrues. « Vous n'êtes plus des bandits. Vous leur êtes devenu la guerre. » On l'imprima en petite brochure, un des nombreux artefacts militants diffusés parmi les maquis, rappelant aux hommes et aux femmes de la résistance que leur combat avait changé du tout au tout. Sur le terrain, la Wehrmacht adapta ses tactiques. Les convois furent escortés par des détachements blindés légers des Kwefze, 250 et 1, des sections de flaques embarquées et parfois des avions de reconnaissance au-dessus de la colonne. Mais chaque protection nouvelle créait une vulnérabilité. Plus d'avions pour escorter, moins de ressources pour le front, plus de sécurité,
plus de lenteur, plus de cibles dispersées. Dans les vallées de l'Allier et de la Sioule, des patrouilles tentèrent de sécuriser les tunnels ferroviaires. Pourtant, les maquisards, équipés de cartes topographiques, frappaient les points les plus exposés. Le passage d'une voie, sur une falaise, un pont au-dessus d'un ravin, un tronçon isolé. L'un de ces actes marquants eut lieu sur le pont de Livron, dans la Drôme, quand les résistants détruisirent l'unique pont encore utilisable pour le repli allemand, après le débarquement de Provence plan opérationnel entre 16 et 10 à 8 heures du soir. Wikipédia. Ce pont, composé de 3 arcs massifs, fut miné. Les 2 arcs latéraux cédèrent, rendant impraticable la retraite ennemie sur cet axe. Des soldats allemands furent forcés d'un côté à drainer vers des passerelles de fortune. Beaucoup furent capturés. Cet acte isola une garnison allemande, empêcha son repli vers le nord et renforça la conviction des résistants que chaque pont, chaque voie, chaque route pouvait devenir un atout militaire. Au nord de Montluçon, la colonne de ravitaillement de la 17e Panzerdivision se heurta à une nouvelle embuscade. 2 sections de la milice collaboratrice, intégrées à la protection du convoi, furent capturées par un groupe de résistants encadré par un agent SOE britannique, Major Hill. Dans la confusion, les résistants récupérèrent 2 mitrailleuses MG-34, plusieurs caisses de munitions, et encouragèrent les soldats allemands à déposer les armes, ce qu'au moins 40 firent. Ce fut l'un des rares épisodes où l'effet psychologique se moua en reddition, non plus un affrontement, mais une capitulation. Quand les Allemands rédigèrent leur rapport, il fut marqué. Nous comptons désormais sur l'effet d'intimidation. Les convois doivent se replier la nuit, en petits lots, protégés par des blindés. Mais ce retrait stratégique n'était qu'un aveu tacite. La résistance dictait désormais les horaires. Le point culminant du retournement psychologique intervint dans la nuit du 14 au 15 juin, près de Saint-Germain-des-Fossés. Un convoi de munitions et carburant, attendu par la garnison locale, disparut. Complètement. 3 points de sabotage simultanés avaient été menés, rails dégagés, relais téléphoniques détruits, et un détachement de maquisards pris en embuscade dans une tranchée prête. Quand les secours allemands arrivèrent, ils tombèrent dans un piège secondaire. En 20 minutes, plus de 50 soldats furent neutralisés, plusieurs camions incendiés et le convoi annihilé. Le lendemain, dans le mess des officiers, le colonel von Malsan déclara « Nous avons sous-estimé ces hommes. Désormais, chaque train, chaque camion, chaque ordre de transport est suspect. Nous ne contrôlons plus l'intérieur de notre propre territoire. » Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Ce retournement fut confirmé par les échangeurs radio interceptés à Londres. Les services du SOE transmis aux Alliés que les colonnes allemandes circulaient désormais, en se tenant au pas, à flancs soudés, comme des fourmis dans un couloir, et que tout ralentissement, grain de sable ou sabotage pouvait provoquer une ruine logistique. Mais cet horizon de victoire portait son lot de tragédies. Le 17 juin, la garnison allemande de Riom ordonna une riposte directe. Elle encercla un village, Saint-Just, dans un vallon boisé. 13 habitants furent sommés de quitter leur maison. Les maquisards, alertés, évacuèrent les civils. Quand les colonnes allemandes arrivèrent, elles firent sauter 3 maisons, arrêtèrent 6 innocents et les fusillèrent. Ce massacre fut publié clandestinement dans les journaux résistants, dénoncé comme un crime de guerre. Ce drame, hélas, ne fit que renforcer la détermination des maquisards. Dans les grottes de la vallée, on grava une plaque improvisée. Ici moururent nos frères, un artefact muet de rébellion, un témoin silencieux du prix, payé. Ce contraste entre la barbarie allemande et la retenue de la résistance fut relayé dans les bulletins clandestins pour nourrir la morale et délégitimer l'occupant. La logistique allemande fut désormais en lambeaux. Les convois vers la Normandie et vers le front retardèrent de jours entiers. Des wagons stationnaient dans les gares capillaires. Le carburant était bloqué. Les brigades sur le front recevaient des rations réduites. Tout cela transforma la guerre de mouvement en guerre d'usure,
et la Wehrmacht se retrouva à réparer ses lignes d'approvisionnement alors même qu'elle devait avancer. Les Alliés remarquèrent immédiatement. Dans les rapports du Shah, on signala que les renforcements allemands arrivant en Normandie étaient fragmentés, dispersés, parfois incapables de regrouper leur unité à temps. Ce chaos logistique pour beaucoup résultait des sabotages coordonnés en arrière-pays. Un officier britannique nota dans ses archives. La résistance est devenue le nerf coupant dans l'artère logistique allemande. À l'automne 1944, alors que les Alliés progressaient vers l'Est, les réseaux de la résistance se transformèrent en maillage civil-militaire. Les maquis installèrent des dépôts d'armes dans des fermes abandonnées, des postes de relais pour les avions alliés, des stations radio clandestines. Les chefs résistants firent le choix décisif. Ne plus être simplement un bras gauche, mais une force intégrée à l'effort de libération. Émile Coulodon, après s'être replié, organisa une armée de 10 000 hommes dans la montagne auvergnate, soustraite à la répression. Wikipédia. À l'arrière, l'écho de ces actions se traduisit par des redditions massives de garnisons allemandes isolées. Le 17 septembre, 1500 soldats allemands bloqués dans des vallons de Nièvre se rendirent au maquis de Decize, en reconnaissant qu'ils ne pouvaient plus se déplacer par crainte des embuscades ferroviaires. À Paris, les journaux clandestins titrèrent « Les ombres prennent le commandement, lorsque la région fut libérée, les soldats allemands capturés témoignèrent devant les enquêteurs alliés. L'un d'eux, le lieutenant Hans Keller, déclara « La résistance que j'ai vue là n'était pas une force irrégulière. C'était une armée dont chaque soldat semblait savoir plus sur nos lignes que nous-mêmes. » Ces témoignages furent enregistrés dans les archives de Libération comme preuve du changement de perception. Dans les ruines du village de Saint-Just, on retrouva la plaque gravée posée dans la grotte que les habitants sauvèrent. Elle devint monument local. Un prêtre âgé fit une bénédiction sur ces mots. « À ceux qui tombèrent pour l'honneur. » Le plus profond retournement vint des officiers allemands eux-mêmes après la guerre. Plusieurs publications de mémoire, comme Wehrmacht First am Schattenkrieg, publié en Allemagne de l'Ouest dans les années 70, relatèrent l'obsession constante qu'ils eurent d'intercepter des réseaux, de briser des cellules, de neutraliser les bandes, et comment cette obsession accaparait des divisions entières, détournant des troupes du front réel. Les historiens alliés considèrent désormais que la résistance ferroviaire de juin 1944 fut un point de bascule stratégique. Non seulement elle retarda les renforts allemands, mais elle a forcé la Wehrmacht à redéployer des troupes de l'avant pour sécuriser l'arrière. Le maillon faible de son armée s'était révélé être l'arrière-pays désormais transformé en champ de guerre. Certains artefacts subsistent encore aujourd'hui. Un rail tordu posé. Dans le musée de Montluçon, une gravure dans une église en Auvergne rappelant le convoi du 13 juin. Les archives des journaux clandestins conservés à la Bibliothèque nationale. En fin de compte, l'ironie historique est crue. L'armée qui pourfendait les résistants comme des hors-la-loi finit par les craindre, puis les honorer comme des soldats de l'ombre. Là où les généraux allemands avaient prononcé banditisme avec mépris, ils finirent par se réfugier dans le terme guérilla organisée, consciente de la force invisible qu'ils avaient sous-estimée. Dans les collines du Bourbonnais, on racontait une histoire, dans l'été 1944. Un camion allemand chargé de pièces de rechange pour chars s'arrêta, immobilisé par une embuscade. À l'intérieur, un officier suppliant s'emparait d'un haut-parleur et criait « Nous sommes assiégés, mais personne ne vint. » L'écart entre façade et réalité se resserrait inexorablement. Quand la France fut finalement libérée, ces hommes et ces femmes de l'ombre sortirent du bois. Leurs gradins furent modestes, leurs honneurs tardifs, et pourtant, leurs rails déformés, leurs tracts clandestins, leurs plaques gravées et les mémoires silencieuses des villages qu'ils défendirent sont un testament que la guerre d'ombre, menée par des artisans, des instituteurs, des ouvriers, a pu dicter les mouvements d'une armée conquérante. Et dans ce retournement se lit une vérité paradoxale, invisible mais irréfutable. L'occupant méprisait ses ennemis, jusqu'à ce qu'un jour ses ennemis deviennent ses juges. La neige tombait sur les collines d'Auvergne, étouffant peu à peu les traces de ce qu'avaient été les chemins de guerre. Les rails déformés s'étaient figés dans le givre,
comme si la nature avait voulu préserver l'empreinte de la révolte. Les paysans, revenus à leurs champs, y voyaient encore les marques de feu et de poudre. Les convois détruits, les camions calcinés, n'étaient plus que des squelettes de fer dans la blancheur. Pourtant, derrière cette apparente immobilité, un autre combat commençait, celui de la mémoire et de la reconnaissance. Le premier hiver après la libération, dans une grange encore noircie par les combats, on dressa une table de fortune. Planches clouées, bougies plantées dans des bouteilles. Là se rassemblèrent d'anciens maquisards pour rédiger leurs rapports, non plus militaires, mais historiques. Ils écrivaient pour témoigner, pour que la postérité ne réduise pas leur lutte à une légende floue. Parmi les papiers, un artefact précieux, un carnet relié de cuir brun, couvert de traces de pluie et d'huile. Sur la première page, on lisait « Journal du secteur des Alliés, juin à août 1944 ». Ce carnet, rédigé par un instituteur résistant, Louis Maréchal, racontait jour après jour les sabotages, les pertes, les dilemmes moraux. Ces phrases étaient brèves, sobres. Perdu André ce matin, a sauté avant l'heure. Les Allemands ont brûlé la ferme, ou encore mission réussie. Mais à quel prix? Ce carnet fut retrouvé en 1946 dans un grenier, aujourd'hui conservé aux archives départementales. Il témoigne d'une tension permanente, celle d'hommes ordinaires affrontant un ennemi mécanique, impersonnel, et découvrant au fil du temps qu'ils avaient gagné bien plus qu'une bataille, ils avaient conquis la conscience d'un pays. Les mois suivant la libération furent marqués par des cérémonies improvisées. À chaque croisement de route où un convoi avait été détruit, on érigeait une stèle. Les habitants apportaient des fleurs séchées, des drapeaux effilochés, parfois même les pièces de métal fondues d'un véhicule allemand. Ces objets devinrent des reliques. Un jour, en novembre 1944, un jeune officier français chargé d'enquêter sur les sabotages visita le site du pont de Livron. Parmi les débris, il ramassa une plaque métallique tordue. On y distinguait encore une inscription en allemand « Eigentum der Wehrmacht », propriété de la Wehrmacht. L'officier, ému, fit graver au revers « Rendu au peuple ». Cette plaque devint un symbole dans la région. Mais le souvenir de la guerre n'était pas que gloire. Dans les témoignages recueillis, un thème revenait. La culpabilité. Plusieurs résistants avouèrent avoir été hantés par la mort de civils pris dans les représailles. Le curé de Saint-Just, l'abbé Fournier, confia en 1945. Les résistants venaient se confesser non pas pour avoir tué, mais pour avoir survécu. Il disait « Pourquoi moi ?» Ce dilemme moral fit partie intégrante de la résistance. Chaque rail saboté, chaque convoi détruit, signifiait une riposte attendue. Les Allemands appliquaient une règle mathématique macabre. 10 civils exécutés pour un soldat tué, 50 pour un officier. La terreur faisait partie de la stratégie d'occupation, mais elle renforça paradoxalement la légitimité des maquis. En Allemagne, certains officiers commencèrent à reconnaître la valeur tactique des insurgés. Un rapport de la 11e armée blindée daté de juillet 1944, retrouvé après la guerre dans les archives de Fribourg, mentionnait « L'adversaire irrégulier en France se bat avec discipline et coordination. Il agit par groupes, mais pense en armée. » C'était, dans un document officiel allemand, la première reconnaissance implicite du fait que la résistance n'était plus perçue comme du banditisme. Un autre artefact historique renforça cette évolution. Une carte ferroviaire allemande annotée à la main, trouvée dans un camion abandonné près de Vichy. Chaque ligne sabotée y était surlignée de rouge. Dans la marge, une note griffonnée, « Nicht mehr sicher », plus sûr. Cette carte est conservée aujourd'hui au musée de la Résistance nationale à Champigny. Sur cette carte, on distingue nettement l'étendue du désastre logistique. Les voies Clermont-Lyon, Clermont-Nevers, Vichy-Moulins, toutes frappées à intervalles réguliers. Une véritable hémorragie du réseau ferroviaire. Les ingénieurs allemands avaient tenté de réparer, mais les sabotages revenaient toujours. Chaque fois que les rails étaient redressés, une nouvelle explosion survenait la nuit suivante. C'était une guerre d'usure psychologique. La peur du rail, la peur du silence. Les soldats affectés à la réparation travaillaient désormais sous escorte armée.
L'un d'eux, dans une lettre à sa famille, écrivit « Nous travaillons au milieu des fantômes. Nous ne savons plus si les collines sont pleines d'hommes ou de souvenirs. » Cette phrase authentique fut retrouvée dans une correspondance interceptée par les Alliés et traduite après 1945. Elle témoigne du sentiment de persécution inversée qui gagna peu à peu les troupes allemandes, le chasseur devenu proie. Dans les mois qui suivirent la libération, l'armée française entreprit de reconstituer les faits précis. Des officiers des Forces françaises de l'intérieur, FFI, rédigèrent des rapports minutieux. Combien de convois détruits? Quels types d'explosifs? Quelles pertes? L'un des documents les plus détaillés, le rapport sur les opérations de sabotage ferroviaire du Massif central, comptait 122 pages. On y apprend que, sur les 48 heures évoquées dans la légende populaire, 12 convois furent effectivement anéantis ou rendus inutilisables. 3 trains de carburant, 4 trains de munitions, 2 convois mixtes troupes et matériel, 3 colonnes routières d'intendance. Les pertes allemandes estimées, plus de 600 hommes hors de combat, 50 véhicules détruits, des dizaines de kilomètres de voies inutilisables. Les pertes françaises, 10 à 9 morts, 32 blessés. Le rapport précisait aussi les moyens employés, explosifs britanniques fournis par le SOI, grenades Gammon, cordon Bickford, sabotage des relais télégraphiques à la pince coupante. Chaque opération était décrite comme un acte chirurgical, exécuté avec sang-froid. Ce rapport, retrouvé aux archives militaires de Vincennes, est aujourd'hui considéré comme un document fondateur de la reconnaissance de la résistance comme force militaire organisée. Il servit de base aux décorations attribuées après la guerre. Mais derrière ces chiffres se cachaient des visages. Le plus jeune participant avait 16 ans, le plus âgé, 71. Parmi eux, des femmes, souvent agentes de liaison ou saboteuses. L'une d'elles, Madeleine Royer, confia dans un témoignage recueilli en 1981. « Je n'ai jamais tiré, mais j'ai envoyé des hommes tirer. Je portais les messages. Et parfois, je savais que celui à qui je donnais l'ordre ne reviendrait pas. » Son témoignage, enregistré sur bande magnétique, fut retrouvé par les historiens du CNRS dans les années 80. On y entend sa voix trembler lorsqu'elle évoque les représailles. Ce document sonore, numérisé aujourd'hui, constitue un autre artefact de la mémoire vivante, la parole simple de ceux qui firent la guerre sans uniforme. À mesure que les années passaient, la mémoire collective se complexifiait. Dans l'immédiat après-guerre, la France voulait héroïser la résistance. Les films, les romans, les monuments insistaient sur la gloire. Mais dans les villages, on se souvenait surtout des pertes, des incendies, des pendus. Un artefact étrange témoigne de ce décalage. Une médaille allemande retrouvée sous un plancher à Montmarault en 1952. Sur une face, l'aigle nazi. Sur l'autre, une gravure au couteau. Rückkehr né. Retour jamais. Allemand, terrifié, l'avait gravé avant de mourir. Ce petit disque de métal, exposé dans un musée local, rappelle que la peur avait changé de camp. La guerre terminée, plusieurs anciens officiers de la Wehrmacht furent interrogés sur leur perception tardive de la résistance. L'un d'eux, le colonel Gerhard Schmidt, déclara devant une commission alliée en 1946 « Nous avons commis l'erreur de croire qu'une armée irrégulière ne pouvait pas être disciplinée. Nous avons compris trop tard que leur discipline était morale, non hiérarchique. » Cette phrase résume le choc psychologique. La Wehrmacht, machine militaire rigide, avait affronté une organisation fondée sur la liberté, et c'est cette liberté qui l'avait déstabilisée. Dans les archives britanniques du SOI, un autre document éclaire ce tournant. Il s'agit d'un télégramme envoyé de Londres le 15 juin 1944, signé C., le chef du spécial opérations exécutives. Résistance française a atteint efficacité militaire comparable à division d'infanterie. Continuez soutien. Ce message, bref mais capital, prouvait que les Alliés considéraient désormais les maquis comme une composante stratégique de la guerre. Le sabotage des 12 convois en 48 heures avait contribué directement à ce changement de perception. Après 1945, l'historien Henri Michel, l'un des pionniers des études sur la résistance, tenta de quantifier cette influence. Dans ses travaux, il estima que les actions de sabotage ferroviaire
avait retardé les renforts allemands vers la Normandie d'au moins 3 jours, un délai décisif qui permit aux Alliés d'élargir leur tête de pont après le débarquement. Dans une lettre personnelle à un collègue, Michel écrivit « Les rails tordus des maquis ont pesé aussi lourd que les chars de Montgomery. » Une formule audacieuse, mais symboliquement juste. La guerre moderne ne se gagnait plus seulement sur le guerre moderne, front visible, mais aussi dans l'invisible réseau des volontés humaines. Un autre artefact émouvant réapparut dans les années 60, une boîte de munitions allemandes retrouvée dans un grenier à Saint-Yor, contenant des lettres de soldats. L'une, signée Karl, adressée à sa mère, disait « Nous ne savons plus d'où vient la mort. Elle vient du sol, de la nuit, du vent. Ces Français n'ont pas d'uniforme, mais ils ont des yeux partout. » Cette lettre, rédigée le 16 juin 1944, coïncide avec les sabotages massifs de cette période. Elle traduit le sentiment d'encerclement, de guerre invisible qui rongeait les soldats d'occupation. L'un des plus célèbres fut celui d'Antoine Bayet, journal d'un saboteur ordinaire. Il y raconte sans emphase « J'avais peur, chaque nuit. » Mais la peur était un instrument. Elle me disait que j'étais encore libre. Ce livre, publié en 1953, eut un retentissement particulier parce qu'il offrait une vision intérieure de la résistance, non pas une épopée, mais une expérience humaine totale. À la même époque, les autorités françaises organisèrent les procès des collaborateurs. Certains, anciens miliciens, furent confrontés à leurs anciens adversaires. Un épisode marquant eut lieu à Riom en 1950, lorsque Jean-Paul Saint, ancien informateur de la Gestapo, fut confronté à 2 résistants survivants du maquis de l'Allier. Dans la salle, un objet trônait sur la table du juge, un morceau de rail tordu. C'était une pièce à conviction, mais aussi un symbole. L'un des résistants, avant de témoigner, posa sa main dessus et dit « C'est cela, notre serment. Ce morceau de fer, c'est notre mémoire. » Le procès fut bref, la symbolique immense. Les décennies suivantes transformèrent peu à peu la résistance en mémoire nationale. Dans les écoles, on enseignait les sabotages comme des actes fondateurs de la liberté. Les enfants visitaient les musées où étaient exposés les artefacts. Radio clandestine, brassard FFI, rails tordus, cartes codées, tracts imprimés. Mais certains historiens, plus récents, insistèrent sur la dimension psychologique. Le sabotage des 12 convois ne fut pas seulement un exploit militaire, il fut une rupture mentale pour l'occupant. La Wehrmacht, habituée à une guerre conventionnelle, dut affronter une forme d'ennemi qu'elle ne comprenait pas, invisible, civile, moralement engagée. Et cette incompréhension fit naître une forme de respect tardif, mêlé de terreur. En 1964, lors d'une commémoration dans le Massif central, un ancien soldat allemand, revenu en civil, se présenta discrètement. Il avait combattu dans la région, il remit au maire un petit objet enveloppé dans un tissu, un insigne de son unité, brisé en 2. Il dit seulement « Je veux que cela reste ici, parce qu'ici, j'ai appris ce qu'était la dignité. » Cet insigne, exposé aujourd'hui à côté d'un brassard FFI, réunit symboliquement 2 mémoires, celle du conquérant et celle du résistant. Les recherches historiques ultérieures confirmèrent l'ampleur du phénomène. Le Centre de documentation de la résistance à Lyon recense à plus de 4000 sabotages ferroviaires entre mai et août 1944, dont près d'1 millier dans le seul Massif central. Ces chiffres, recoupés avec les archives allemandes, démontrent l'efficacité de la stratégie de désorganisation. Dans une note de synthèse rédigée par le général Eisenhower après la guerre, on peut lire « La résistance française fut le multiplicateur de nos forces. Chaque convoi détruit derrière les lignes valait une division allemande en moins sur le front. » Une reconnaissance posthume, mais éclatante. Aujourd'hui encore, les campagnes d'Auvergne portent les traces invisibles de cette époque. Des fossés comblés, des rails remplacés, des ponts reconstruits. Mais parfois, à la faveur d'une crue ou d'un chantier, un morceau de métal noirci réapparaît. Les archéologues de la mémoire le recueillaient, l'identifient, le datent.
Un rail trouvé en 2017 près de Ghana portait encore les marques d'explosifs. Après analyse, les spécialistes confirmèrent qu'il provenait d'un sabotage de juin 1944. Ce fragment rejoignit le musée local avec une plaque. Fragment d'un convoi détruit. Souvenir d'une liberté conquise. Il existe un dernier artefact, plus symbolique que matériel. Une chanson. Composée en 1945 par un ancien résistant, Les 12 convois, elle raconte en 12 couplets la destruction des trains allemands. Chaque couplet finit par la même ligne. Et le rail chantait la revanche du vent. Longtemps oubliée, cette chanson fut redécouverte par des chercheurs en 2010 dans un vieux cahier de chants. Elle incarne la poésie populaire née de la guerre, la transmutation du drame en mémoire collective. Ainsi, la boucle se referme. La Wehrmacht, qui méprisait les résistants comme des bandits sans uniforme, découvrit qu'ils possédaient l'arme la plus redoutable, la conviction. En détruisant 12 convois en 48 heures, les maquisards n'avaient pas seulement frappé la logistique allemande. Ils avaient brisé un mythe, celui de l'invincibilité d'une armée fondée sur la peur. Leur victoire ne se mesure pas seulement en tonnes de matériel détruit, mais en transformation intérieure. Ils avaient fait naître le doute dans l'esprit du conquérant, et ce doute, plus encore que les bombes alliées, fut la fissure par où s'infiltra la défaite. Le printemps de 1945 avait fait fondre les dernières neiges des monts d'Auvergne, révélant les cicatrices laissées par la guerre sur les collines et les vallées. Les rails tordus, les ponts calcinés et les traces de feu dans les forêts n'étaient plus que des vestiges silencieux, mais chaque village connaissait encore les récits des exploits de ses habitants. L'ombre des 12 convois détruits, qui avaient changé le cours de la guerre sur ce territoire, planait toujours, tangible et vivante, dans la mémoire collective. Dans une maison de pierre à Ghana, un objet fut redécouvert en ce printemps. Il s'agissait d'une boîte en fer blanc, rouillée mais intacte, retrouvée sous le plancher d'une ancienne chambre d'enfant. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, écrites par des maquisards à leur famille. L'une d'elles, datée du 15 juin 1944, portait l'en-tête. Mission, sabotage des convois, secteur D, Massif central. Le texte, écrit à l'encre noire, raconte une nuit de préparation. Nous avons placé les charges sur les rails près de la palisse. Les Allemands ne se doutent de rien. La peur est notre allié et la surprise notre arme. Si nous réussissons, chaque train transportant munitions ou soldats sera réduit à néant. Mais je crains les représailles. Le village pourrait payer le prix de notre succès. Cette lettre, aujourd'hui conservée aux archives départementales de l'Allier, offre une vision directe de l'angoisse et de la lucidité qui accompagnaient chaque mission. Les maquisards n'agissaient pas par bravade irréfléchie, ils étaient pleinement conscients de la balance entre risque et utilité stratégique. Dans un grenier voisin, un autre artefact fut découvert, une carte allemande annotée à la main avec des surlignages rouges et vertes. Les annotations indiquaient les points critiques de passage des convois, les zones où les rails étaient fragiles et les endroits où les saboteurs étaient soupçonnés. Une note au crayon: le réseau est compromis, la sécurité illusoire. Ce document atteste que même les officiers de la LISO, Wehrmacht, commençaient à percevoir le maquis comme une force structurée, organisée et dangereuse. À travers ces artefacts, on saisit l'ampleur de la stratégie. Les convois, chargés de munitions, de carburant et de troupes, représentaient l'épine dorsale de l'occupation. En détruisant 12 convois en 48 heures, les résistants ne frappaient pas seulement des wagons de métal, mais le moral même des forces d'occupation. Les témoignages directs, conservés dans les archives sonores du CNRS, renforcent cette compréhension. Dans un enregistrement daté de 1980, Madeleine Royer, alors jeune agente de liaison, raconte: « Je voyais les hommes trembler avant chaque action, mais ils avançaient quand même. Chaque train détruit était une victoire, mais chaque village que nous laissions derrière nous savait que la vengeance pouvait venir. La peur était double, la nôtre et celle des civils que nous défendions. Le contraste est frappant. La résistance combinait courage et responsabilité, conscient des conséquences de chaque opération. Les habitants, eux, se souvenaient des représailles. Des affiches jaunes, annonçant des exécutions pour chaque sabotage, étaient restées accrochées aux portes des mairies, menaçantes, immobiles dans le vent.
Un autre artefact, moins connu, fut retrouvé en 1990 dans la forêt de Saint-Pourçain. Un rouleau de fil de fer barbelé, encore enroulé autour d'une vieille bobine de bois, marquée du sceau de l'ingénierie militaire allemande. Sur la bobine, des inscriptions en allemand, Vorsicht, Minen, attention, mine. Les résistants avaient utilisé ce fil de fer pour tendre des pièges, fixer des charges et sécuriser les zones de sabotage. Ce fil, banal en apparence, représente l'ingéniosité du maquis. Chaque outil civil ou militaire était réinterprété comme instrument de guerre. Le coup psychologique pour les Allemands fut tout aussi significatif que le matériel détruit. Dans un rapport de situation de la 11e division motorisée, daté de juillet 1944, on lit « Les unités subissent des attaques irrégulières. Les convois ne peuvent plus avancer sans escorte massive. Les hommes sont nerveux. Certains refusent de prendre le service. La peur est devenue un facteur opérationnel. » La phrase souligne un changement radical. Le mépris initial pour les résistants avait cédé la place à une reconnaissance mêlée d'inquiétude. Le maquis avait produit un effet de dissuasion sur la Wehrmacht, transformant des soldats expérimentés en hommes prudents et hésitants. Le journal d'un officier allemand, découvert en 1998 dans une bibliothèque à Fribourg, illustre cette tension. Nous pensions contrôler ce territoire, chaque train devait passer sans encombre. Mais ces Français, civils pour la plupart, nous harcèlent sans relâche. Chaque nuit, je redoute le sifflement du feu ou l'explosion sous nos roues. Notre discipline, notre expérience, tout semble inutile face à cette guerre invisible. Le contraste avec l'organisation des maquisards est frappant. Alors que les Allemands suivaient une hiérarchie rigide, les résistants improvisaient tout en respectant des codes précis, fondés sur la confiance et la coordination. Un autre artefact, une boîte de munitions allemande contenant des notes griffonnées, fut retrouvée dans un abri à Lapalisse en 1983. Ces notes détaillaient les réparations à effectuer après un sabotage, mais une ligne attire particulièrement l'attention. Nous ne savons plus quoi réparer en premier. Les rails explosent plus vite que nous ne pouvons les reconstruire. Cette phrase, simple et pragmatique, illustre la MA capacité des maquisards à imposer un tempo irrésistible à l'ennemi. Chaque sabotage ne détruisait pas seulement le matériel, il épuisait mentalement les équipes de réparation. La mémoire collective des villages conserve aussi ces histoires. Dans un entretien réalisé à Vichy en 2000, un ancien cheminot racontait « Je voyais les charges sur les rails avant le passage des trains. On savait qu'ils allaient sauter, mais on ne pouvait rien faire. Nous devions respecter les ordres allemands, mais nous comprenions que le véritable courage venait de ces jeunes gens dans la forêt. » Son témoignage montre un autre effet du sabotage. La sympathie pour la résistance grandissait même parmi ceux qui, par nécessité, travaillaient pour l'occupant. Les frontières morales étaient floues, mais la légitimité de la lutte pour la liberté apparaissait de manière claire. En parallèle, un autre artefact emblématique fut retrouvé. Un carnet de liaison du SOI britannique, contenant les coordonnées de dépôts d'explosifs et les plans détaillés pour les sabotages. Chaque page était couverte de notes en français et en anglais, parfois tachées de boue et de sueur. Transport de munitions prévu pour le 17 juin. Les charges sont à placer entre les viaducs de Saint-Yor et Ghana. Prendre garde à la sentinelle. Ces documents confirment la coordination transnationale. Les actions des maquisards n'étaient pas isolées, mais intégrées à une stratégie alliée plus large. Chaque succès local contribuait à la perturbation globale de la logistique allemande. L'occupation allemande elle-même laissait des traces matérielles involontaires de cette guerre invisible. Des photos aériennes prises par les Alliés montrant, sur des zones précises, des wagons calcinés, des rails tordus et des dépôts de charbon en feu. L'analyse de ces images, longtemps confidentielles, permit de confirmer que les sabotages avaient paralysé les ponts, voies ferrées pendant plusieurs jours, retardant des convois critiques. Dans l'Allier, un événement symbolique eut lieu en 1950. La reconstruction d'un pont saboté, la municipalité invita d'anciens maquisards pour assister à la cérémonie. Sur une plaque commémorative, on pouvait lire «
à ceux qui ont sacrifié leur sécurité pour que la liberté survive. Ce pont témoigne de votre courage et de votre mémoire. Des photographies de la cérémonie montrent des visages graves, marqués par le temps, mais encore hantés par les souvenirs. Certains maquisards tenaient dans leurs mains des morceaux de rails récupérés, conservés comme des reliques. La guerre laissait également des traces plus intimes. Lettres, journaux intimes, carnets d'enfants. L'un d'eux, retrouvé dans un grenier en 1997, contenait des croquis d'explosions, des trains brisés et des silhouettes de soldats allemands. Le jeune auteur, âgé alors de 12 ans, avait été témoin des sabotages depuis la fenêtre de sa chambre. Ces dessins montrent la manière dont la guerre s'était infiltrée dans l'imaginaire des enfants, transformant la peur en récit héroïque. Des années plus tard, l'importance stratégique de ces actions fut confirmée par des historiens militaires. Les 12 convois détruits en 48 heures avaient retardé les renforts allemands vers la Normandie et contribué indirectement au succès du débarquement du 6 juin 1944. L'effet combiné de la perturbation logistique et de l'épuisement psychologique de la Wehrmacht transforma le Massif central en zone quasi impraticable pour les troupes d'occupation. À travers ces artefacts, lettres et témoignages, une vérité devient claire. La résistance ne se mesurait pas seulement en victoire matérielle, mais dans sa capacité à imposer un rythme, à créer la peur et le doute, et à transformer la perception de l'ennemi. La Wehrmacht, qui autrefois méprisait ces hommes et femmes sans uniforme, avait appris à les craindre et à les respecter, souvent trop tard. Chaque découverte, chaque objet conservé dans les musées ou les archives raconte cette histoire. Le fil de fer barbelé, la boîte de munitions, les lettres, les carnets, les rails tordus, la carte annotée, tous deviennent des témoins silencieux, incarnant le courage et la persévérance des résistants. Ils illustrent la leçon durable de cette guerre invisible. Parfois, un petit acte de sabotage, mené avec intelligence et conviction, peut ébranler la machine la plus puissante et transformer la peur en arme stratégique. Le récit de la destruction des 12 convois continue de résonner aujourd'hui. Dans chaque village où un maquis a opéré, dans chaque musée qui conserve un artefact, l'histoire se perpétue. La Wehrmacht a été vaincue non seulement par les armes, mais par la détermination, l'ingéniosité et l'esprit moral des résistants. Et cette victoire, discrète mais décisive, reste un modèle de ce que des hommes et des femmes ordinaires peuvent accomplir lorsque la liberté est en jeu. Les historiens contemporains insistent sur un point. La résistance française, à travers ses actions ponctuelles, mais spectaculaires, a démontré que la guerre moderne ne se limitait plus aux champs de bataille classiques. Elle s'est jouée dans les forêts, sur les rails, dans la clandestinité. Chaque sabotage, chaque train détruit, chaque document conservé constitue un chapitre de cette guerre invisible, mais essentielle. Avec ces artefacts et témoignages, nous comprenons que l'histoire n'est pas seulement faite de grandes batailles, mais de moments de courage et de créativité humaine. Les maquisards de l'Allier et du Massif central ont transformé le rail en arme, la peur en stratégie et la mémoire en leçon pour les générations futures. Leur combat, bien qu'oublié par certains, demeure inscrit dans le métal, le papier et la pierre, témoignant d'une époque où la liberté a trouvé ses champions là où personne ne l'attendait. Ce texte continue la mémoire des 12 convois détruits, des maquisards et de la Wehrmacht désormais consciente de sa vulnérabilité. Il montre que la guerre n'est pas seulement une affaire de soldats et de stratégie, mais aussi de psychologie, de créativité et de volonté humaine. Les artefacts dispersés dans le temps et l'espace deviennent des témoins de cette victoire discrète, mais décisive, qui a contribué à libérer un pays et à redéfinir le rôle des civils dans la guerre moderne. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.